Bonjour à tous. Bienvenue, je suis Basile Delacorne, journaliste de la rédaction de Bâti Actu. Très heureux d'être avec vous pour une série de tables rondes sur le marché de l'immobilier, en particulier du logement. Nous avons 3 tables rondes qui nous attendent et puis un petit focus sur l'investissement dans l'immobilier résidentiel. Nous avons pour la première table ronde qui s'appelle Accession à la propriété, vacances, crédit, prix, les défis du marché de l'immobilier. Nous sommes avec Roselyne Conan, directrice générale de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Nous sommes avec Jérôme Dechamps-Savin, président adjoint de la FNIM sur ces sujets-là, et Michael Nogal, donc ancien député, président fondateur de Convergence, une société de conseil qui traite de nos sujets. Je vais commencer directement avec vous, Monsieur Nogal, puisque vous avez co-animé l'un des 3 groupes de travail du CNR Logement, que la Première ministre a présenté les conclusions hier. Alors, qu'est-ce que vous inspire le discours de la ministre? Qu'est-ce que vous en pensez? Oula, vous me lancez, tout le monde m'entend bien? Ouais. Vous me lancez sur un long sujet, je pourrais parler des heures sur à la fois le travail qui a été mené ces derniers mois par le CNR Logement, plus de 200 acteurs associés, 3 groupes de travail, et des annoncières de la Première ministre. On va partir du principe que tout le monde est au fait de ce que la Première ministre a annoncé hier, qui me semble être une première étape. Une première étape parce que typiquement la Première ministre a annoncé la prolongation du prêt à taux zéro jusqu'en 2027, un recentrage volontaire sur les zones tendues dans le collectif, et puis dans l'ancien prêt à taux zéro ouvert avec une vocation de rénovation. Je dis que c'est une première étape parce que vous le savez, le prêt à taux zéro il se vote dans les lois de finances et que le Parlement, j'ai été ancien député, le Parlement a son mot à dire aussi sur les curseurs. Et je crois, à titre personnel par exemple, que quand il s'agit de la maison individuelle, les curseurs peuvent bouger parce que, à mon sens, aujourd'hui dire qu'on n'aidera plus le financement par le prêt à taux zéro des maisons individuelles, c'est un petit peu condamner certains ménages en fonction des territoires à cette aspiration. La maison individuelle, c'est une aspiration profonde de la population à laquelle il faut pouvoir répondre tout en conciliant les besoins évidemment de sobriété foncière, de zéro artificialisation nette. Et à mon sens, c'est aussi au territoire de décider dans quelle zone il doit être possible de construire ou pas et quel type de logement on peut construire. Donc voilà, c'est des premières mesures. Après, sur la question des crédits, des prix, on est dans un moment particulier. On attend beaucoup des déclarations du HCSF du 13 juin sur les conditions d'octroi des prêts immobiliers, parce que c'est ça qui conditionne aussi un petit peu la teneur et l'évolution du marché. Mais bon, il faut reconnaître que entre les coûts de l'énergie, les coûts des matériaux, la difficulté d'accès au crédit, l'accession aujourd'hui, devenir propriétaire et même primo-accédant, c'est quand même de plus en plus difficile. Donc le CNR a rendu ses préconisations. La Première ministre a fait ses annonces. Moi, je vous invite aussi à consulter les 3 rapports qui ont été réalisés par les différents groupes de travail. Et maintenant, bon, le travail, on est là aussi, et puis on doit continuer à travailler, à mon sens. Il y a beaucoup de propositions que vous avez faites dans votre groupe de travail qui n'ont pas été reprises, des choses fondamentales. Par exemple, on parle beaucoup du coût du logement, de l'inflation. Dans le coût du logement, il y a une part de foncier qui est de plus en plus importante. Et on a travaillé cette question d'abord parce que il y a encore quelques années, le sujet était moins mature qu'il ne l'est aujourd'hui, notamment sur l'intervention de la puissance publique sur les prix du foncier. Il y a une première étape avec les loyers, mais pas forcément sur les prix des terrains. Aujourd'hui, il y a un consensus qui se dessine, et notamment, et je le redis, à l'aune du zéro artificialisation nette, avec l'idée que le foncier n'est pas une marchandise, et c'est même une ressource qui va devenir de plus en plus rare. Donc si on ne veut pas que ça entraîne une inflation encore plus importante sur le coût global du logement, on doit intervenir dessus. On préconisait par exemple 2 grandes mesures, l'encadrement des prix du foncier, là aussi dans des modalités
à déterminer. Et puis l'inversion de la fiscalité sur la détention du foncier, parce qu'aujourd'hui, quand on est propriétaire de terrain à bâtir, on a plus d'intérêt à garder son terrain et à éviter un impôt sur les plus-values au bout de 22 ans, au bout de 30 ans, que de le libérer. Donc ce qu'on veut, c'est créer un dynamisme. Cette inversion de la fiscalité, c'est pour moi une des mesures à prendre d'urgence. Et je distinguais souvent dans le CNR Logement les mesures d'urgence et les mesures de plus long terme. Voilà, il faut travailler sur les deux leviers. Et on a aussi besoin de relancer un secteur qui est en grande difficulté. Donc voilà, pour moi, je reste un peu sur ma faim dans les annonces qui ont été faites hier. D'accord, merci. Madame Conan, sur les annonces d'hier, est-ce que... Alors, je pense que les travaux ont été assez riches. Hein, c'est comme le disait Michael Nogal. Je pense qu'il y a encore beaucoup de pistes à exploiter. Donc les premières annonces, effectivement, ont pu rassurer peut-être sur le plateau zéro, mais pas satisfaire, je pense, l'ensemble des acteurs. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est vrai que voilà, l'accompagnement des accédants à la propriété et des primo-accédants et ces primo-accédants qui sont à revenus modestes, c'est un véritable sujet qui ne se résume pas effectivement à un enjeu financier, hein, comment on finance, mais quelle est la modalité d'accession à la propriété. On ne fera pas forcément d'aide à la personne, mais des modalités d'accession qui vont être à la fois sécurisées en cas d'accident de la vie avec des garanties de rachat, enfin ça on connaît sur de la location-accession par exemple, mais également effectivement sécuriser donc, le côté juridique, le côté financier, pour que ces ménages puissent aussi accéder à la propriété, parce que effectivement c'est un souhait qui est partagé par beaucoup de Français. Et on peut imaginer effectivement qu'il y aura encore des demandes qui aujourd'hui restent en stand-by, puisqu'on n'arrive pas à trouver forcément le logement et le financement adapté. Merci. Monsieur de Champsavin, qu'est-ce que la FNIM a retenu de ce qui a été annoncé hier? Alors la FNIM, elle est pas surprise, elle est tristement pas surprise. Je représente la FNIM, son président Loïc Quentin, qui s'excuse d'être devant vous, étant retenu par une commission sénatoriale sur l'énergie et le climat. On est déçu de ne pas être déçu parce que on n'attendait rien en fait de ces conclusions. On avait peur de ces conclusions et finalement, sur 700 propositions qui ont été faites, seules 19 ont été retenues. On est sur une thématique de table ronde sur l'accession à la propriété. Il y a des titres, mais il n'y a aucun fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, rien n'est donné pour aider les Français, pour soutenir l'acquisition, pour soutenir le parcours résidentiel des Français. Donc, à chaque fois qu'on prend des propositions qui sont retenues, on parle du logement social, on ne parle pas du logement privé, on est sur une méconnaissance de la matière immobilière, on n'a aucune vision. On attendait des conclusions du CNR d'avoir une vision sur les 20 à 30 années à venir, avoir un électrochoc sur la crise qui est en train de prendre, et ça va être, on est extrêmement inquiet. Vous avez peut-être vu le communiqué de presse fait par l'ensemble des signataires de l'écosystème. Il reprend exactement ces inquiétudes. Le mois de septembre prochain, la rentrée de septembre va être très difficile à mon avis pour le gouvernement. On a une attrition du parc locatif. Là encore une fois, rien n'est fait sur le neuf, rien n'est fait pour libérer la location, pour donner confiance aux bailleurs privés, etc., etc. On va certainement pouvoir en reprendre ces sujets-là tout à l'heure, mais en fait on est extrêmement inquiet, donc on ne sait pas comment être entendu du pouvoir politique, des dirigeants qui aujourd'hui prennent cette matière immobilière comme un vaste sujet. J'entendais encore que tout restait à faire, mais ça fait 8 mois qu'on est sur le CNR. Là, on devait être dans le concret. On est dans l'urgence et malheureusement, on n'a pas l'impression que cette urgence soit prise en compte. D'accord. Madame Conan, donc, vous le disiez, il faut aider les particuliers accédant notamment dans la jungle des dispositifs, parce qu'il en existe beaucoup.
à l'ANIL, qui vient vous voir? Comment vous faites pour les accompagner? Est-ce qu'il y a un dispositif pour chacun? Alors peut-être simplement rappeler que donc, moi je représente le réseau des ADIL, hein, les agences départementales d'information pour le logement, qui sont sur les territoires et qui sont à la disposition de tous et de toutes pour répondre à l'ensemble des questions logement. Donc si je recentre sur le sujet accession à la propriété, donc on reçoit à peu près 50 000 ménages, alors sur les 900 000 sollicitations que l'on a par an, on a à peu près 50 000 sollicitations sur l'accession à la propriété. Donc vous allez me dire, ce n'est pas un sujet qui est majoritaire, mais c'est un sujet qui est important et qui nécessite du temps. Je pense que pour l'accompagnement d'un parcours résidentiel, et notamment sur le parcours d'achat, c'est important d'avoir du temps et d'avoir un humain qui puisse répondre et répondre peut-être à différentes étapes, c'est-à-dire qu'on a des ménages qui viennent nous voir sans projet vraiment défini, qui sont vraiment aux premières étapes, qui ont à peine commencé les visites. On a des ménages qui viennent nous voir alors qu'ils ont déjà visité un bien et savoir s'ils peuvent le financer. Donc notre rôle, c'est à la fois de répondre aux questions juridiques, c'est-à-dire, voilà, c'est quoi une VFA? Est-ce que je dois signer un contrat de construction de maison individuelle? Quelles sont les annexes à fournir? Est-ce que si je me réserve une partie des travaux, est-ce que c'est normal qu'ils le chiffrent, etc. Donc on va répondre à des questions juridiques et puis on va répondre aussi à des questions financières, voire les deux, et faire des simulations financières, c'est-à-dire que soit on part du montant des revenus, de l'apport, et puis des différents prêts à combiner, hein, c'est ça la question et l'enjeu des différents dispositifs qui existent. Donc combiner ces différents, les ressources et puis les aides, et arriver à définir une enveloppe budgétaire que l'on va expliquer, c'est-à-dire que dans l'enveloppe budgétaire, on financera, alors si c'est l'achat d'un terrain, la construction d'une maison et l'ensemble des taxes qui sont afférentes. Si c'est l'achat d'existants, penser effectivement au droit d'enregistrement, penser éventuellement à des mises en conformité, des rénovations énergétiques et du coup identifier et chiffrer un projet ambitieux. C'est-à-dire quand on est sur de l'achat d'anciens, ce qui est important, c'est justement de profiter de ce moment où le logement il est vide pour embarquer les travaux d'amélioration et notamment de rénovation énergétique, d'adaptation éventuelle, et de mobiliser à ce moment-là l'ensemble des dispositifs qui sont à la disposition des ménages. Je pense à Action Logement, qui a différentes aides qui peuvent être liées à l'accession, à l'adaptation. Je pense aux aides des collectivités territoriales que l'on recense tant sur le côté accession à la propriété que sur le côté travaux, que ce soit de la rénovation, de l'adaptation. Le prêt à taux zéro, bien évidemment, dont on vient de parler. Et puis, il peut y avoir voilà, différentes aides qui peuvent se cumuler. Donc nous, notre objectif, c'est d'arriver à donner une information complète et entière qui soit adaptée aux ménages qui viennent nous voir, vraiment du sur-mesure. Et puis, il va repartir avec effectivement ses premiers éléments de réflexion. Puis il va peut-être revenir nous voir, il aura peut-être fait évoluer son projet. On va évoquer des sujets de droit de la famille. Ils sont en couple. Voilà, on va leur poser la question, quel est le choix de leur statut matrimonial, voilà, est-ce qu'ils sont concubins, est-ce qu'ils ont pensé effectivement à la protection en cas de décès, est-ce qu'ils sont pacsés, est-ce que voilà. Donc tout ça, c'est l'environnement juridique de l'accession à la propriété. Donc on a vu les sujets très juridiques, du droit de la famille, le contrat, des sujets financiers. Donc comment, effectivement, une offre de prêt, qu'est-ce qu'une offre de prêt? C'est quoi ce délai de 10 jours? Comment ça va se passer, le prêt à taux zéro, s'il y a une période effectivement de différé? Comment ça va s'organiser avec les autres prêts? Est-ce qu'on peut lisser les prêts? Enfin voilà, du prêt à taux fixe, du prêt à taux variable, enfin voilà. Donc nous, on est vraiment là pour expliquer les garanties, l'ensemble du coût d'une opération, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Pour que le ménage, au moment où il achète, il ait vraiment connaissance de l'ampleur de sa charge financière, puis qu'il puisse se projeter. Aujourd'hui, il a un loyer, par exemple, de 600 €, et voilà, il a différents frais, et puis là, avec une mensualité qui sera peut-être plus élevée, une taxe foncière à payer s'il est locataire, donc des éléments complémentaires à identifier dans son budget. S'il s'éloigne, par exemple, de son lieu de vie actuel, peut-être des temps de transport, des frais de garderie à prévoir. Tout ça, on incite le ménage à y penser. On chiffre tout ça avec lui et puis, quelquefois, on explique que le taux d'effort, il est peut-être un petit peu trop élevé. Il faut peut-être revoir le projet. Changer de localisation, acheter plus petit. Est-ce qu'il a pensé peut-être plutôt à achat d'ancien? Enfin voilà, on n'est pas là pour prendre la décision à sa place. Ça, c'est évident. Par contre, on est là pour éclairer. Donc forcément, on le fait en lien avec l'ensemble des acteurs.
C'est-à-dire qu'on va travailler avec les professionnels de la transaction, par exemple, qui peuvent orienter sur nous. On peut orienter sur eux en disant, mais écoutez, est-ce que vous avez vu effectivement l'ensemble des biens qui sont mis en vente? Donc, regardez les petites annonces, allez voir les professionnels. On va travailler, on va renvoyer aussi sur les notaires, s'il y a un sujet de droit de la famille. On va renvoyer sur les établissements financiers par rapport au financement. Donc, notre objectif, c'est aussi au service de tous les acteurs pour que les parcours logement se passent le mieux possible. Parce que s'il y a un souci, les ménages reviennent nous voir. Donc l'objectif, c'est d'éviter le surendettement. Bon, sachant qu'en matière d'accession à la propriété, les statistiques de la commission de surendettement Banque de France, voilà, tous les efforts qui ont été faits depuis nombreuses années, c'est pas l'accession qui génère du surendettement. C'est plutôt des situations locatives avec des baisses de ressources et puis des crédits à la consommation ou des charges difficiles à affronter. Donc voilà un petit peu notre métier. Justement, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, vous me disiez que avec le calendrier de l'interdiction de louer, il y a de plus en plus de passoires thermiques qui sont mises sur le marché et surtout elles sont maintenant plutôt à destination des propriétaires qui vont y vivre, des propriétaires qui veulent l'occuper parce qu'en tant que propriétaire bailleur, les difficultés, ce serait très compliqué. Et donc c'est une problématique supplémentaire, c'est un défi en plus pour les accédants de prévoir le coût des travaux au moment de l'acquisition. Alors, ce qu'on a identifié dans un premier temps, c'est qu'on avait des bailleurs qui donnaient congé pour vente sur des logements, des passoires énergétiques, en se disant, j'ai pas envie de me lancer dans les travaux, voilà, j'ai pas envie de m'occuper de suivre ces travaux, de les financer, de trouver l'artisan. Donc, pour me simplifier la vie, je donne congé pour vente, donc dans les règles prévues par la loi du 6 juillet 89, et se retrouvent sur le marché justement ces biens qui sont très énergivores et dont le prix finalement, au vu de l'étiquette énergétique, vont peut-être être un petit peu revus à la baisse. Aujourd'hui, voilà, on est dans une phase un peu transitoire entre effectivement un taux d'intérêt qui augmente, donc les ventes se font moins. Voilà, on est dans une période un petit peu transitoire. Donc finalement, un propriétaire bailleur va peut-être être tenté de baisser un petit peu le prix. Et puis, les candidats à l'accession, les primo-accédants, se disent, tiens, c'est peut-être une bonne opportunité, sauf que acheter ce type de logement, ça veut dire que soit on imagine un projet d'achat-rénovation, soit on va acheter un bien et puis peut-être au bout de 2 ou 3 ans, quand on y vit et que l'on paye des factures d'énergie assez élevées, on va se dire, tiens, j'aurais peut-être dû me lancer dans les travaux et on se lance à ce moment-là dans une phase de travaux. Donc soit on a déjà un niveau d'endettement élevé et réemprunter pour financer les travaux, c'est compliqué. Alors on peut solliciter diverses aides, mais c'est compliqué. Donc nous, ce qu'on propose et ce que d'autres acteurs, comme les professionnels de l'immobilier, c'est vraiment faire de l'achat-rénovation. Et c'est là où tout l'enjeu, c'est d'informer sur les différentes aides qui sont mobilisables au moment de l'achat-rénovation. Et quelquefois, c'est la complexité de jongler avec un prêt à taux zéro, un éco-prêt à taux zéro qui ne peut pas financer les mêmes travaux. Voilà, ces différentes aides. Donc tout l'intérêt, c'est justement de se renseigner très en amont pour bien préparer son projet, pour qu'au moment effectivement on se lance, on ait un projet qui soit bien financé, des travaux bien cadencés, parce que la coordination des travaux c'est quand même assez important. Il y a des choses à faire dans un certain ordre, donc il faut s'adresser à des techniciens qui accompagnent les ménages qui vont faire ces travaux. Et c'est vrai que acheter, c'est une phase qu'on peut considérer comme un petit peu complexe, mais bien accompagnée. Je veux dire, c'est faisable. Acheter et rénover, c'est encore un peu plus compliqué. Donc surtout, il ne faut pas que les ménages restent seuls. Monsieur de Champsavin, sur ce sujet du calendrier de l'interdiction de louer, vous me disiez être inquiet pour les copropriétés surtout, sur leur capacité à respecter le calendrier, à engager des travaux et surtout vu la complexité des travaux. Est-ce que c'est un défi? Est-ce que ça peut percuter, troubler le marché de l'immobilier ancien? Juste pour répondre à l'accompagnement dans l'acquisition. N'hésitez pas. On fait ça tous les jours. On est là aussi pour ça. Les syndics de copropriété attendaient aussi dans les conclusions du CNR d'avoir des réponses. On a noté une grande inadéquation sur
la temporalité du législateur et la temporalité du syndicat de copropriété. Il n'y a aucune connexion. On a fait des propositions à ce sujet-là pour faire en sorte que lorsqu'un plan pluriannuel de travaux est adopté par une copropriété, ça puisse figer l'indécence des logements qui seraient frappés d'indécence énergétique. Le temps que ces organisations à la fois d'ingénierie bâtiment, ingénierie financière s'organisent, mais si la copropriété a pris la décision d'engager la démarche, on a proposé de suspendre, afin de limiter évidemment et de contrer cette attrition du parc locatif et tous ces propriétaires qui se disent inquiets parce qu'ils n'ont pas forcément le financement, parce que 25% des bailleurs ont plus de 80 ans. Quand j'ai un logement qui est frappé de la lettre E ou G, il est clair que j'ai aucune envie de remettre mon logement dans un schéma de travaux, et donc je le vends. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de pédagogie et une approche très structurée pour maintenir cet existant sur le marché locatif. Une idée qui était également simple dans nos propositions, qui n'a pas été retenue. Je déborde un peu de la copropriété, mais parce qu'on est sur l'accession, et on a proposé que la mesure Pinel, elle soit fléchée vers les primo-accédants. Aujourd'hui, les promoteurs sont frappés de plein fouet par une baisse de volume et par des programmes qui sont bloqués. La loi Pinel a été inscrite dans la loi de finances. Ce ne serait pas compliqué de l'orienter vers les primo-accédants qui, eux, ont du mal à se porter acquéreurs, ont du mal de par les conditions du HSCT, ont du mal par l'augmentation des taux. C'était une mesure simple et qui ne coûtait pas cher à l'État. Ça n'a pas été retenu. On pousse également sur la portabilité ou la transférabilité des prêts. C'est une mesure simple. Je suis propriétaire d'un logement, je veux le vendre, je veux me porter acquéreur d'un autre logement. J'avais négocié il y a quelques années un taux à 1%. Pourquoi ne pas porter ce prêt sur une autre acquisition ? Ou à l'inverse, je suis acquéreur, je m'engage sur un bien où le vendeur a contracté un prêt à 1%. Pourquoi ne pas faire profiter cet acquéreur de ce taux si je ne me réengage pas en tant que vendeur sur une autre acquisition ? C'est un peu de réflexion saine qui n'a pas été retenue. Donc on pousse vraiment, on ne demande pas de l'argent à l'État, on demande simplement d'être entendu sur des solutions qui pourraient être efficaces dans la crise que nous vivons. D'accord. Monsieur Nogal, dans les propositions qui avaient été faites au gouvernement lors du CNR, il y avait la création d'un statut fiscal du propriétaire bailleur. La Première ministre a chargé Monsieur Klein de mener des travaux en vue éventuellement d'une évolution. Les acteurs sont mécontents parce qu'ils disent on était prêts, les idées sont là. Qu'est-ce que vous avez retenu des travaux auxquels vous avez assisté sur cette question ? C'est une idée que je défends beaucoup, ce statut du bailleur privé. En fait, depuis 1986, depuis le ministre Méhaignerie, on a eu la défiscalisation pour inciter à l'investissement locatif. Et la Première ministre a annoncé hier la fin du Pinel en 2025. Et donc aujourd'hui, pour le parc locatif privé et l'investissement locatif, il n'y a plus ce signal que les ménages français qui ont de l'épargne pour investir, essayons de flécher cette épargne vers le logement et vers une offre accrue de logement. Pour moi, ce qui est important quand on fait de la défiscalisation, et moi j'ai aucun mal à dire que la dépense publique, c'est pas tabou. La dépense publique, elle doit être bien utilisée, elle doit être bien évaluée. C'est peut-être ce qui a manqué dans les années passées. Mais à mon sens, il faut continuer à inciter fiscalement des épargnants à investir dans le logement avec des contreparties. Donc le statut de bailleur privé, pour moi, il doit reposer sur des aides fiscales qui sont liées au fait qu'un propriétaire qui met sur le marché un nouveau logement, s'il le fait avec des loyers modérés, s'il le fait en mettant sur le marché des logements qui, sur le plan énergétique, environnemental, sont vertueux, et dans ces cas-là, il a un bonus et il est incité fiscalement. Donc c'est de la dépense publique, mais que je qualifie de dépense publique utile. Après, je reviens sur le sujet de la rénovation énergétique et du calendrier. Il se trouve que j'étais rapporteur de la loi climat et résilience, et donc j'ai moi-même
voté et mis en place ce calendrier 2025, 2028, 2034. Il est pour moi primordial aussi, d'abord parce qu'on n'a pas le choix sur le plan climatique et environnemental que de baisser l'impact du bâtiment dans les émissions de gaz à effet de serre et, j'allais dire, dans la sobriété foncière dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, Jérôme a raison en disant que dans les copropriétés, ce qui pêche aujourd'hui, c'est d'abord le financement. Le marché ne propose pas assez de solutions de financement adaptées aux copropriétés. Il y a MaPrimeRénov' qui a été élargie aux copropriétés, mais c'est naissant et donc il va falloir accélérer. À mon sens, moi je défends l'idée de la création d'une banque de la rénovation énergétique. Pour proposer, en fait, l'idée de la banque de la rénovation énergétique, c'est de se dire, les banques commerciales, elles ne sont pas prêtes aujourd'hui, elles ne jouent pas forcément le jeu du financement de la rénovation énergétique parce qu'elles ne sont pas outillées pour ça, parce que c'est un sujet assez complexe sur le plan technique et que c'est difficile d'avoir une appréciation sur la valeur d'un bien rénové ou pas rénové à 5-10 ans et donc prêté, ou y compris prêté à des ménages seniors pour lesquels vous ne savez pas ce que va devenir le logement. Ce qui est important, c'est de pouvoir associer les financeurs, donc toutes ces banques commerciales, au sein d'une entité qui serait la banque de la rénovation énergétique, pour proposer à la fois l'éco-PTZ à des ménages occupants, pour proposer le prêt à taux zéro dans l'ancien à vocation de rénovation énergétique, pour proposer le prêt avance rénovation, qui est un outil qu'on a voté dans la loi climat et résilience, qui est un prêt hypothécaire et donc qui permet de réduire le reste à charge au moment de l'emprunt pour ne faire peser le remboursement qu'au moment de la cession, la mutation du bien. Et tout ça, c'est des outils qui sont pertinents, mais aujourd'hui, c'est la gouvernance du financement de la rénovation énergétique et l'organisation de ce financement qui ne sont pas encore prêts. Donc vous entendrez certainement que le prêt avance rénovation, ça a été moins de 100 prêts distribués en France. Hein. Donc quand je dis ça, je me rends compte que c'est assez... Et il n'y a que deux banques, Crédit Mutuel et Banque Postale. Et donc il y a des enjeux concurrentiels aussi entre les banques. Bref, il faut revoir ce financement, parce que derrière, je crois qu'on partage tous cet objectif d'améliorer la qualité du parc de logement. Je parlais d'urgence climatique et environnementale, je parle aussi d'urgence sociale. Et Roselyne, qui est au contact des propriétaires et des locataires au quotidien sur des sujets aussi divers que l'accession à la propriété, les rapports locatifs, l'habitat indigne, on voit très bien qu'un logement qui est classé G ou F, au-delà des lettres, au-delà des débats qu'on peut avoir sur le DPE et tout ça, c'est derrière des factures énergétiques énormes, c'est avoir froid dans son logement l'hiver, c'est avoir très chaud dans son logement l'été, et donc c'est des conditions de vie qu'on ne peut pas, dans un pays comme la France, en fait on ne peut pas juste se satisfaire qu'il y ait des gens qui aient des qualités de vie médiocres. Donc il faut qu'on soit tous ambitieux, l'État doit prendre sa part, encore une fois, mais typiquement, et moi c'est ce que j'ai dit au gouvernement, la banque de la rénovation énergétique, on ne demande pas 1 euro au gouvernement. Donc si on ne va pas là-dessus, on peut en effet oublier le calendrier de la loi climat et résilience. Sans financement et sans structuration de la filière pour mener les travaux, je fais une petite digression, plus de 560 000 entreprises du bâtiment et artisans, seulement 60 000 qui sont labellisées RGE, reconnus garants de l'environnement. Aujourd'hui, les aides publiques, les C2E, les certificats d'économie d'énergie, ne peuvent être attribués que lorsque les travaux sont réalisés par ces entreprises et artisans RGE. Donc voilà, quand je dis qu'il y a beaucoup de travail à faire, c'est tout ça. Mais encore une fois, moi je pense que les outils sont là. Maintenant, c'est la mise en œuvre, l'organisation qui permettront d'accélérer et d'atteindre les objectifs ambitieux qui figurent dans la loi. Merci. Et je crois que c'est le mot de la fin parce que c'est l'heure. Je vous remercie tous les trois. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous.